Étiquetage et traçabilité, les limites de la réglementation française et européenne. Il s'agit de la 4e émission dans la série Raconte-moi autrement les OGM, réalisée par Radio Zinzine en partenariat avec InfoGM. Voilà, nous sommes aujourd'hui avec Charlotte et Christophe d'InfoGM. Vous êtes là? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Parfait. Je pense que c'est toujours bien au début de l'émission, quand même, parce qu'il y a toujours des auditrices et des auditeurs un peu nouveaux. Donc de rappeler juste très rapidement qu'est-ce que c'est l'InfoGM, quand est-ce que ça a été fondé, et puis après vous pourriez peut-être nous expliquer le thématique de cette émission, parce que chaque fois, petit à petit, on aborde les différents aspects de cette vaste question qui est quand même assez complexe des organismes génétiquement modifiés. Donc InfoGM, c'est une association loi 1901 qui a été créée en 1999, donc au tout début de l'arrivée sur le sol européen des premières plantes transgéniques. Les premiers bateaux sont arrivés en 96, mais on s'est dit à cette époque-là, en 99, qu'il y avait très peu d'informations en français, très peu d'informations circonstanciées, référencées, précises et indépendantes. Donc le but d'InfoGM, c'était de mettre en place un journal, un site internet et d'autres documents pour produire une information de qualité, pour permettre à chaque citoyenne et à chaque citoyen de s'approprier le débat. Donc on n'est pas une association militante au sens stricto sensu comme pourrait être Greenpeace, mais on est des militants de l'information, des militants de la transparence des pouvoirs publics, parce que on va le voir avec cette émission qui traite de transparence, parce qu'elle traite d'étiquetage, qu'il y a encore beaucoup de choses à conquérir sur la transparence, et que même on est à un moment charnière de l'histoire des OGM, et que tout ce qui a été gagné, même si c'est petit, pourrait disparaître. Voilà. Donc là je fais un teaser, mais voilà. Donc restez à l'écoute parce que vous allez comprendre que on est à un point charnière vraiment, je répète, c'est hyper important actuellement de se renseigner sur les OGM. C'est maintenant ou jamais. Si on se mobilise pas, si on se renseigne pas maintenant, dans 3 ans, c'est foutu. Donc on a encore du temps. Et il y a plein d'associations qui se mobilisent au niveau français, européen et international. Voilà. Donc merci à vous d'écouter. Très bien. Alors Christophe, toi tu fais partie, je pense, je ne sais pas si fondateur, mais en tout cas, toi tu es depuis longtemps à InfoGM. Peut-être tu pourrais dire 2 mots sur le rôle que tu joues là-dedans. Et après Charlotte, ce serait bien que tu nous rappelles, parce qu'on en a parlé dans la toute première émission, un peu l'équipe. Vous êtes presque une dizaine, je ne sais pas, 7, 8, je n'en rappelle plus exactement. Et Charlotte, je crois que c'est surtout le côté juridique, mais peut-être d'abord Christophe et ensuite Charlotte, juste vos responsabilités à chacune. Donc oui, moi je suis là depuis le début. J'ai participé à la création de l'association en juin 1999 et j'étais le premier journaliste et après je suis devenu coordinateur des rédactions parce qu'on a eu plus de journalistes, donc il fallait un peu coordonner tout ça. Et j'ai pas de compétences particulières, si ce n'est que j'ai des thèmes de prédilection. Donc je m'intéresse pas mal à tout ce qui est animaux génétiquement modifiés. Je suis intéressé par le forçage génétique. Je suis intéressé par la question sociale et économique, comme la question de la femme dans le monde, la question de la concentration des entreprises, le lobbying, les conflits d'intérêts. Enfin bon, il y a plein de sujets que je suis. Et voilà, on est actuellement donc 4 rédacteurs et rédactrices. Donc voilà, moi aussi j'écris régulièrement pour InfoGM. D'accord. Et Charlotte, toi tu t'occupes de quoi? Moi je suis juriste de formation. J'ai un master en droit de l'Union européenne et un autre en droit de l'environnement. Donc moi je suis plutôt les questions d'ordre juridique et notamment à travers une veille juridique hebdomadaire qui est disponible sur le site de InfoGM en libre accès. Et à côté de ça, donc je suis aussi rédactrice, donc j'écris sur des aspects juridiques, mais après, on est un peu tous, on essaie de ne pas se cantonner à des spécialités en tant que rédacteur, donc je traite aussi d'autres questions, mais c'est vrai que ma casquette principale, c'est quand même les aspects juridiques. Oui, et ça c'est, j'imagine, beaucoup au niveau européen, mais aussi national. Oui, sachant quand même que le droit des OGM est principalement issu de l'Union européenne.
Au-delà de la question européenne, de l'Union européenne, c'est aussi le niveau international qui est important et qu'on suit aussi. Il y a beaucoup d'instances qui interviennent, c'est fou. Oui. Alors, peut-être on peut venir maintenant à expliquer la thématique d'aujourd'hui, donc étiquetage et traçabilité, les limites de la réglementation française et européenne. Donc, pourquoi l'étiquetage des OGM est si important en fait ? En fait, c'est un peu une évidence de dire ça, mais l'étiquetage des produits, de façon générale, c'est une composante essentielle du droit à l'information du consommateur. C'est une traduction de l'obligation de transparence qui pèse sur tout professionnel. Et très concrètement, c'est une évidence que de le dire, mais l'étiquetage, c'est ce qui va permettre aux consommateurs de connaître la composition d'un produit, les caractéristiques, l'origine éventuellement, des choses comme ça. Tout ça, ce sont des informations qui vont permettre aux consommateurs d'effectuer un choix en connaissance de cause, de choisir tel ou tel produit en fonction de son état de santé, de ses convictions personnelles, qu'elles soient d'ordre politique, moral ou religieux ou autre. Et en fait, ce qui est important de savoir, c'est qu'on parlait du niveau européen, mais en fait, au niveau de l'Union européenne, la politique de protection du consommateur, c'est une politique à part entière depuis 1992. Et ça veut dire que l'Union européenne a l'obligation de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, et aussi de contribuer à la promotion de leur droit à l'information. L'une des façons de faire ça, c'est l'étiquetage. Et donc l'Union européenne a aussi l'obligation de prendre en compte les préoccupations de protection du consommateur dans toutes les politiques et actions qu'elle mène. Donc c'est un élément très important parce qu'en fait l'étiquetage il est d'autant plus important quand les règles qui entourent la commercialisation d'un produit sont fondées sur l'idée que ce produit il n'est pas tout à fait comme les autres. Et c'est le cas des OGM spécifiquement. Parce que on met pas un OGM sur le marché comme ça en fait. Ça obéit à des règles particulières et notamment il y a une procédure d'autorisation préalable qui est centralisée au niveau de l'Union européenne. Et sans entrer dans les détails, il faut savoir que cette procédure elle comprend une obligation d'évaluation des risques sanitaires et environnementaux. Donc à partir de là, on voit bien que en fait, toutes ces règles-là, elles reposent sur la gestion des risques potentiels sanitaires ou environnementaux. Et ça singularise les OGM par rapport à d'autres produits et donc justifie l'étiquetage. En fait, ce qui apparaît à travers différents sondages qui sont réalisés ces dernières années dans divers pays européens, que les consommateurs européens plébiscitent l'étiquetage, et y compris l'étiquetage pour les OGM qui sont issus des nouvelles techniques de modification génétique, et dont on va parler certainement plus tard dans l'émission, et que les consommateurs sont rejoints également par les grands acteurs de la distribution, notamment allemands, suisses ou autrichiens. Qui sont aussi d'accord qu'il faudrait l'étiquetage, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est sûr que Carrefour, c'est pas forcément notre ami et notre allié tout le temps, mais sur la question de l'étiquetage, ils ont été moteurs dans les années 90-2000, parce que c'est lié à une personne. Il y avait une personne au sein de la direction de Carrefour qui était sensible à cette question-là, et ils ont mis tout leur poids dans la bataille, et ça a quand même pesé un peu, quoi. Après, encore une fois, c'est pas des saints, mais bon, faut relever ce qui existe, honnêtement, quoi. On va continuer à dérouler les règles. Oui, d'accord. Parce que il y a tout un cheminement, toute une argumentation un peu juridique à expliquer qui est un peu complexe, donc on va essayer d'y aller étape par étape. Mais de fait, l'étiquetage des OGM, au final, c'est très très peu d'étiquettes, quoi. Il y a beaucoup de choses qui passent à la trappe, et on aura l'occasion d'y revenir. D'accord. Alors parlons des règles. Oui, alors en France, et comme dans tous les États membres de l'Union européenne, l'étiquetage des aliments qui contiennent des OGM est obligatoire. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a en fait deux cas de figure. L'obligation, elle s'applique dès que la présence d'un OGM dans un produit est volontaire. Et peu importe la quantité d'OGM présent dans le produit. Là, l'obligation s'applique automatiquement, sans condition. Par contre, quand la présence de l'OGM n'est pas volontaire, donc on désigne ça par une formule un peu
voilà, un peu affectée, c'est la présence fortuite ou techniquement inévitable. Concrètement, c'est le cas de contamination, par exemple. Dans ce cas-là, l'étiquetage est obligatoire aussi, mais on applique un seuil. On va appliquer un seuil de 0,9% par ingrédient. Ce qui est important de savoir, c'est que dans l'Union européenne, le choix a été fait d'étendre l'obligation d'étiquetage également aux produits qui sont aux aliments qui sont transformés, comme les huiles, le sucre, les boissons, etc., et qui peuvent être produits, par exemple, à partir de soja, colza ou betterave génétiquement modifiée. Et en fait, pourquoi je dis ça, c'est parce que au moment de l'adoption de la réglementation, on a constaté que pour ce type de produit, l'ADN ou la protéine qui résulte de la modification génétique n'est pas détectable dans le produit final. Donc la question s'est posée, est-ce qu'on l'étiquette ou pas? Et donc on a considéré que oui, parce que ça correspondait à un souhait des consommateurs, ça facilite leur choix en connaissance de cause, et le législateur a aussi considéré que ça évitait d'induire en erreur les consommateurs quant à la technique de modification ou de production. Enfin, je le dis parce que en fait, le choix n'a pas dans différents pays du monde n'a pas été fait de la même façon. Aux États-Unis, par exemple, il y a une obligation d'étiquetage des OGM qui est d'ailleurs toute récente. Donc, elle était effective depuis janvier 2022. Et bien là, le choix a été fait d'exclure les aliments dans lesquels le matériel génétiquement modifié n'était pas présent, enfin détectable, comme les sodas, le sucre, bonbons, enfin tout ça. Et en fait, ça fait qu'en pratique, les producteurs ils gardent le secret sur leurs ingrédients génétiquement modifiés, alors que selon les associations qui plaidaient pour l'étiquetage plus large, eh bien on retrouve en fait ces ingrédients dans la majorité des produits transformés qui sont vendus aux États-Unis. Et peut-être je peux parler un peu de la réalité de la commercialisation des OGM dans l'Union européenne. Concrètement, en tant que consommateur européen, on ne va pas trouver vraiment beaucoup d'OGM dans les étals des supermarchés parce que traditionnellement, les OGM n'ont pas très bonne presse et les secteurs alimentaires en a pris acte. Donc, il est plutôt réticent à les utiliser. Mais on peut quand même en trouver. Et dans ce cas-là, ça va être plutôt des produits transformés, importés, en provenance d'Asie ou des États-Unis, et sous forme de pâte à tartiner, de soupe en conserve ou de sauce type mayonnaise ou ketchup ou sauce barbecue, des choses comme ça. Ce sont des produits qui vont contenir par exemple de la lécithine de soja génétiquement modifiée par exemple. Mais on retrouve en fait bien plus d'OGM sur le marché européen dans l'alimentation animale. Et en fait, c'est la majorité des OGM qui sont importés dans l'Union européenne. Et là, il y a un lien à faire avec les failles des obligations d'étiquetage, puisque Christophe en parlera peut-être après. Est-ce que, juste sur la question d'étiquetage sur les aliments pour les humains, est-ce qu'il y a quelque chose qui dit jusqu'à quel point ça doit être vraiment visible et facilement, qu'on le voit facilement? Parce que ça pourrait être dans les tout petits trucs en bas, comme un peu des notes de bas de page dans un document, et vraiment il faut chercher pour le trouver, ou est-ce que c'est obligatoire? Je pense aux cigarettes, là, les avertissements sont extrêmement visibles par exemple. Alors oui, il y a des règles pour l'étiquetage OGM. En fait, dans les autorisations qui sont délivrées pour la commercialisation, il faut qu'il y ait une proposition d'étiquetage également. Mais globalement, de manière générale, il faut que l'étiquetage, que la formule soit sans équivoque. Il faut que le consommateur comprenne de quoi il est question. Il faut que l'ingrédient génétiquement modifié apparaisse. Il faut que ce soit clair et visible pour le consommateur. Ce sont des règles qui ne sont pas propres au droit des OGM. Généralement, c'est dans la liste des ingrédients, il y a un petit astérix, comme qui met, puis après l'astérix il renvoie sur génétiquement modifié, ce qui existe assez régulièrement. Mais ce qui est drôle par rapport à l'étiquetage, quand même, ça juste pour une petite anecdote, et puis toujours un peu montrer l'histoire des choses, c'est que les premiers OGM, c'était des tomates génétiquement modifiées, qui étaient vendues notamment au Royaume-Uni. Et à l'époque, l'entreprise, j'ai oublié son nom,
elle a étiqueté volontairement contient des OGM parce qu'elle pensait que c'était un argument marketing. Que les gens allaient dire ça c'est quelque chose de moderne, c'est chouette, je vais acheter des tomates génétiquement modifiées. Bon, ça n'a pas marché, au contraire, et d'ailleurs cette tomate n'a jamais vraiment été commercialisée, elle a disparu des étals elle aussi. Et voilà, c'est pour montrer quand même qu'au début, ils pensaient vraiment faire un coup d'éclat, un coup de modernité. Et non, en fait, pour l'alimentation, les Européens sont attachés quand même à des choses plus naturelles que génétiquement modifiées. D'accord. Mais je propose qu'on fasse peut-être une petite pause et j'imagine que ça va être important aussi après de comprendre comment tout ça s'est contrôlé. Enfin, il doit y avoir des instances qui veillent à ce que tout ça se passe un peu correctement. Mais peut-être on fait une petite pause et on revient dans une minute à peu près. Voilà, donc on reprend cette émission dans la série Raconte-moi autrement les OGM sur les ondes de Radio Zinzine, donc en partenariat avec InfoGM. Aujourd'hui avec Christophe et Charlotte, donc de l'équipe d'InfoGM, et on parle surtout de l'étiquetage et traçabilité. Voilà, je vous laisse continuer un peu comme on vous avait imaginé. Mais en fait, décréter l'obligation, c'est sympa. Obliger sur le papier à étiqueter les OGM, c'est un fait, mais comment ça se passe concrètement ? Eh bien, en fait, c'est qu'il faut tout un processus de traçabilité. La traçabilité, c'est l'art de savoir de la source, quasiment de la graine, de la semence, après au champ, les transports, les silos, les transformateurs, et encore des transports, et le supermarché, et après le consommateur final. C'est toute cette chaîne de production d'un aliment qui est concernée par la traçabilité. Tout au long de cette chaîne-là, il faut que chaque étape soit renseignée pour savoir si telle personne a utilisé une semence génétiquement modifiée, etc., etc. Et donc, il y a plusieurs façons de vérifier ça. Il y a deux façons, globalement. Il y a soit par analyse ADN et protéines, c'est-à-dire qu'on teste le produit avec des PCR et d'autres techniques de laboratoire. On ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est quand même assez facile à faire. C'est une routine maintenant. Il y a plusieurs laboratoires en France qui sont capables de détecter les OGM. Donc ça, c'est la version, on va dire, quand il reste une trace de l'ADN ou de la protéine, comme rappelait aussi Charlotte tout à l'heure. Mais dans le cas où cette présence n'est plus là, comme dans le cadre des huiles et du sucre, la traçabilité scientifique, si je puis dire, elle est remplacée par la traçabilité administrative. C'est-à-dire que là, c'est des documents qui certifient l'origine, la présence d'un OGM ou pas. Et donc, il faut que ce certificat accompagne chaque étape d'un produit. D'ailleurs, pour que la première traçabilité puisse être réalisée, quand une entreprise dépose un dossier d'autorisation d'un OGM particulier, elle se doit de déposer aussi une méthode de détection. Une méthode de détection qui permet de détecter cet OGM en particulier. Parce que même si sur le produit final, la personne ne sait pas si le maïs est issu du Mont 810, du Mont 863 ou du TC1507 ou de je ne sais quel maïs, dans les laboratoires, eux, ils peuvent déterminer précisément quel OGM c'est, donc si c'est un OGM qui produit un insecticide, si c'est un OGM qui tolère un herbicide, etc. Parce que ça peut aussi servir pour d'autres choses, parce que l'étiquetage et la traçabilité, ça sert certes aux droits des consommateurs, comme ça a été bien rappelé par Charlotte, mais ça sert aussi pour un suivi, on va dire, sanitaire. S'il y a un problème à un moment sur un produit, l'Union européenne se doit de savoir lequel c'est précisément, qu'est-ce qu'il y a eu, et de pouvoir le retirer du marché. Donc il y a aussi cet intérêt-là à la traçabilité, c'est-à-dire aussi un suivi sanitaire, voire environnemental, mais là c'est plus compliqué. On en reparlera dans d'autres émissions. Voilà à peu près sur cette obligation. Oui, et
si je peux ajouter quelque chose, c'est en fait c'est aussi cette traçabilité et la méthode de détection, c'est aussi ce qui va permettre à la filière qui ne souhaite pas recourir aux OGM de le rester finalement. C'est aussi une garantie de ce point de vue-là. Et dans un rapport de la Commission européenne de 2008, ça date un peu déjà, mais c'est un rapport qui faisait un peu état de la mise en œuvre de la réglementation, notamment en matière d'étiquetage des OGM. Et donc dans le rapport, on pouvait lire comment les États membres avaient, comment cette traçabilité était considérée par les États membres. Et on pouvait lire par exemple que ces règles de traçabilité, elles avaient un effet positif sur les petites entreprises grâce à l'amélioration du cadre de contrôle qu'a évoqué Christophe, et donc ce qui a permis pour les petites entreprises de réduire les dommages économiques qui seraient par exemple liés à des contaminations, des pertes de labels, etc. Oui, on reparlera des labels un peu plus tard dans cette émission, mais pour expliquer, c'est que oui, actuellement, la charge de la preuve est à ceux qui veulent cultiver et produire sans OGM. Eux, ils doivent pouvoir prouver qu'ils sont vraiment sans OGM. C'est un peu curieux dans ce monde, mais on aura l'occasion d'en dire là-dessus. Mais j'avais quand même une question. Enfin, il me semble que la quantité d'aliments importés ou produits en Europe, enfin alimentaires pour nous les humains, c'est absolument énorme, quoi. Et vous avez l'impression que ce système de traçabilité, de détection fonctionne. J'imagine aussi qu'il y a des producteurs qui aimeraient bien cacher le fait peut-être qu'il y a un peu d'OGM. Enfin, je sais pas quoi, c'est pas forcément leur volonté absolue de tout déclarer. Enfin, comment ça se passe avec tant de produits divers? Alors, en fait, il y a des contrôles aléatoires réalisés par les autorités. Dans les douanes, les douanes sont habilitées à voir ce qui se passe dans un cargo, parce que les cargos qui arrivent avec du soja, faut savoir s'il est OGM ou pas OGM, si c'est bien documenté ou pas. Donc il y a plusieurs points hotspots, il y a plusieurs points chauds à contrôler, donc les ports, mais aussi des contrôles qui se font dans les entreprises elles-mêmes par des agents assermentés. Mais là, on a deux problèmes qui se posent. Le problème, c'est que la répression des fraudes, la DGCCRF, la Direction Générale de la Répression des Fraudes, qui dépend du ministère de l'économie, elle a quasiment plus d'inspecteurs. Il y a quasiment plus personne. C'est comme les inspecteurs du travail ou les inspecteurs de la police de l'eau ou toutes ces choses où on doit contrôler des normes environnementales et sociales et sanitaires. En gros, il y a quasiment plus personne qui est payé pour faire ce travail-là. Donc, moins il y a d'inspecteurs, moins il y a de contrôleurs, plus il y a de possibilités de faire rentrer les OGM par la petite porte. Ça, c'est un premier problème. Et l'autre problème, c'est qu'il y a toute une mission de cette répression des fraudes, toute cette mission des douanes, qui a été transférée au ministère de l'Agriculture, à la DGAL. Or, ça pose vraiment problème, parce que la DGAL, elle est, alliée avec la FNSEA, qui a une politique plutôt pro-OGM. Et donc, on se retrouve un peu avec ce changement de direction, on se retrouve avec quelqu'un qui est un peu jugé parti. Pas complètement non plus. Le ministère de l'Agriculture ne produit pas des OGM, donc c'est pas vraiment une partie, mais elle est un peu partie prenante, et beaucoup plus en tout cas que ne pouvait l'être la DGCCRF. Et donc ce changement-là, pour nous, c'est problématique sur la volonté de ne pas faire ce travail de détection, de contrôle des étiquettes de façon très 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 rigoureuse. Voilà, donc c'est sûr que c'est la volonté politique, la volonté des autorités politiques de savoir si on va mettre des lois en place et si on va contrôler les lois. Voilà. On peut mettre toutes les lois en place, si elles ne sont pas contrôlées, ça sert strictement à rien. Ce changement date de quand? C'est fait il n'y a pas longtemps. J'ai plus en tête, c'est 2022 ou 2023. D'accord. Ah mais ça c'est un changement majeur quand même. Changement majeur, et ça a été dénoncé par les syndicats, notamment le syndicat Sud de la répression des fraudes. Et ça s'est fait en catimini, mais en tout cas, oui, la DGAL prend de plus en plus de pouvoir. Avant, elle avait en charge le contrôle des semences, stricto sensu, parce que c'était logique, c'était lié à l'agriculture, mais elle a acquis donc la possibilité de contrôler aussi les produits alimentaires et les produits transformés. Voilà. C'est là où vraiment il y a un problème qui a été dénoncé, mais qui apparemment, la dénonciation n'a pas suffi pour que ce changement se fasse. Et si on trouve des OGM qui n'ont pas été déclarés, est-ce que les sanctions sont importantes? Alors là, j'avoue que je ne sais pas. Il y a forcément des sanctions.
Mais je veux dire, est-ce que c'est dissuasif? C'est ça que j'imagine, parce que si finalement il y a parfois dans d'autres domaines des réglementations, mais finalement les sanctions sont tellement faibles que c'est plutôt dans l'intérêt des gens de continuer, de risquer un peu et peut-être payer si jamais, quoi. Alors, moi, ce que je peux dire, c'est que dans le cadre du contrôle des semences, parce que là aussi sur les semences, donc il y a une traçabilité et un étiquetage, c'est-à-dire qu'un agriculteur, quand il achète un sac, il sait ce qu'il y a dedans. Bon, après, on verra si c'est autorisé ou pas, mais s'il y a une contamination et qu'on retrouve donc une présence fortuite comme ça s'est fait, de colza OGM dans un champ de colza normal, là, par contre, il y a obligation de détruire 100% du champ. En termes de semences, de présence illégale d'OGM dans des semences, c'est 0%. Il n'y a pas de seuil minimal, c'est interdiction d'avoir une graine sur 1 hectare. Voilà. Donc il y a destruction du champ. Après, il y a des questions d'indemnisation par les coopératives ou pas. Enfin, après, il y a des négociations qui se passent avec l'État. À chaque cas, il y a une négociation qui se produit, c'est sûr. Mais après, les sanctions pour l'alimentation humaine, souvent, moi ce que j'avais vu, c'est que quand il y a une ou deux fraudes qui ont l'air d'être vraiment par inadvertance, la DGCCRF, elle faisait pas une mise en garde, un avertissement. Les entreprises qui avaient déjà été estampillées comme ayant mal respecté la réglementation sur l'étiquetage, ils revenaient 2 ans après, et s'il y avait encore une nouvelle fraude, ils passaient à une amende, etc. En gros, les entreprises font assez attention à ça. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une grande volonté de tricher, parce que économiquement, c'est pas forcément intéressant d'avoir des OGM dans les produits aussi. Et encore une fois, la plupart des OGM qui arrivent sur le territoire européen, ils ne servent pas à nourrir les humains directement. Voilà. Donc, il faudrait qu'ils importent des variétés OGM qui sont intéressantes pour la transformation à destination de l'alimentation humaine. Donc, on est encore un peu protégé de ce fait-là. Mais globalement, voilà, là, on parlait donc un peu des exceptions à l'étiquetage. Et la plus grande exception, c'est ce qu'a dit Charles tout à l'heure, c'est l'alimentation du bétail. Donc, pour être très clair, un éleveur sait ce qu'il donne à manger à ses animaux, il sait si le grain est d'origine OGM ou pas, donc il y a une information pour l'éleveur, mais comme je dis souvent, la panse des vaches métabolise l'étiquetage, et en gros, une fois que l'OGM est mangé, digéré par les animaux d'élevage, par le bétail, il n'y a plus d'obligation d'étiqueter donc tous ces produits issus d'animaux. Donc ça concerne de très très nombreux produits, donc tout ce qui est à base de lait, les fromages, etc., et tout ce qui est à base de viande, donc la charcuterie. Et après, on se rend compte que dans les produits transformés, il y a très 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 souvent des traces de lait, du lait, des morceaux de viande. Donc en fait, c'est une problématique pour les gens qui sont un peu véganes, et c'est compliqué pour eux de manger des produits sans produits d'origine d'animaux, parce que vraiment, il y en a partout. Ça peut être aussi dans les bonbons, par exemple, on utilise des choses issues du porc. Donc c'est vraiment l'industrie carnée est vraiment très très présente dans l'alimentation des Européens. Et donc par contre, tous ces produits-là ne sont plus soumis à étiquetage. Donc ça, c'est la plus grosse lacune. Et encore une fois, je répète, c'est vraiment massivement pour nourrir le bétail qu'on apporte du soja, Roundup Ready, et un peu de maïs. L'autre grosse filière d'importation des OGM dans l'Union européenne, qui elle aussi échappe à l'obligation d'étiquetage, c'est tout ce qui est lié au textile. Dans le monde, je vais pas donner un pourcentage précis, mais la très très grande majorité du coton produit au niveau mondial, aux États-Unis, en Inde, en Chine, est du coton issu d'OGM. C'est du coton dit BT, c'est un coton qui produit un insecticide pour lutter contre un certain nombre de parasites du coton. Et en gros, tous ceux qui portent des vêtements non bio portent des vêtements à base de textiles génétiquement modifiés. Et ça, il n'y a aucune information pour le consommateur. Il n'y a aucune information parce que tout ce qui n'est pas trait à l'alimentation ne fait pas partie de l'étiquetage. Donc, il y a d'autres filières industrielles où les OGM sont présentes et qui ne sont pas liées à l'étiquetage. Alors, je vais les énumérer un peu rapidement parce que, le temps tourne et il y en a encore pas mal de choses à raconter. Mais par exemple, il y a quand même beaucoup d'agrocarburants qui sont faits à partir d'OGM. Donc, ça peut être du colza, principalement du colza, et il y a un peu de soja. Le colza, c'est un problème parce que le colza est une graine très volatile qui se dissémine assez facilement. Et nous, InfoGM, on a fait des prélèvements de colza sauvage, ferro plutôt, au bord des usines de transformation d'agrocarburants de l'entreprise CEPOL, à Rouen et à Sète.
Et les plants de colza qui poussaient autour de ces usines CEPOL, donc des usines qui font du diesel d'origine végétale, ces colzas-là étaient transgéniques en partie. Parce qu'en fait, CEPOL a, à un moment donné, importé du colza d'Australie et du Canada, puisque la production nationale de colza n'était pas suffisante pour remplir ces usines de trituration. Et le colza canadien, il est à 98% transgénique, et l'Australie, 2/3. Donc forcément, dans les cargos qui transportent du colza de ces deux pays, il y a forcément des OGM. Donc on a importé des OGM du bout du monde pour faire des agrocarburants. Ça, c'est quand même très intéressant. Et forcément, à la pompe, il n'y a pas marqué diesel issu d'OGM. Ça, c'est sûr que non. Après, on retrouve des OGM dans plein de choses. On peut en retrouver dans des cols, dans des encres. Voilà, le soja est une matière qui est intéressante à travailler au niveau industriel. Et elle sert, mais pareil, pour tous ces usages industriels, il n'y a plus d'obligation d'étiquetage puisque ça ne concerne pas l'alimentation. Il y a encore d'autres exceptions. C'est pour vous dire que vraiment, cette obligation d'étiquetage, finalement, ne concerne qu'une minorité, qu'une infime part des OGM qui rentrent sur le territoire européen. Il y a tout ce qui est micro-organismes et enzymes génétiquement modifiés. Alors, ces micro-organismes et ces enzymes, elles sont utilisées en brasserie industrielle, par exemple. Elles peuvent être aussi utilisées en boulangerie, en pâtisserie. Elles peuvent être utilisées pour améliorer la digestibilité de certains aliments pour l'alimentation du bétail. Elles peuvent être utilisées pour avoir des sucres qui sucrent plus. En Europe, nous, on a étudié 800 dossiers de micro-organismes qui étaient déposés dans l'Union européenne. Et une majorité était OGM, une autre majorité n'était pas OGM. Et il y avait une zone parce qu'il n'y avait plus d'informations dans les dossiers déposés à l'Agence européenne de sécurité des aliments. Donc on a un problème de transparence, même au niveau du dossier. Mais de toute façon, ces enzymes-là, ces micro-organismes, une fois qu'ils sont utilisés dans des boissons ou dans des plats, il n'y a plus d'obligation d'étiquetage. Il y a une autre grosse faille dans cette législation, c'est les restaurants et les cantines scolaires. Les restaurants et les cantines scolaires, eux, ils savent éventuellement si la tomate, enfin il n'y a plus de tomate génétiquement modifiée, mais bon, si un ingrédient est OGM, ils le savent, mais ils n'ont pas d'obligation de transmettre cette information au client final, à savoir quelqu'un qui va dans un restaurant ou une cantine. Donc c'est comme dans le cas de l'alimentation du bétail, l'éleveur est au courant, le restaurateur est au courant, le cantinier est au courant, mais par contre il n'y a pas d'obligation de transmettre l'information au consommateur final. Donc sachant que de plus en plus de gens mangent à l'extérieur, mangent dans des restaurants et des cantines, parce que voilà, du fait des conditions de vie modernes et du travail, etc., c'est quand même une grosse faille à cette réglementation sur l'étiquetage. J'aurais une question sur médicaments. Est-ce que dans le domaine de santé, il y a quand même aussi, non, de recherche pour trouver des choses qui peuvent enfin peut-être aussi être modifiées, non? Oui, alors on utilise des biotechnologies quasiment, pas dans tous les médicaments, mais dans de très nombreux médicaments. L'insuline est produite avec une bactérie génétiquement modifiée en milieu confiné. Pour moi, il n'y a pas d'obligation d'étiquetage sur les médicaments, puisque les médicaments ne sont pas destinés à l'alimentation. Donc, c'est quand même ingéré. Après, l'étiquetage, c'est que pour les semences destinées à des agriculteurs ou des choses destinées à l'alimentation humaine ou animale. Donc, à mon avis, les médicaments, il n'y a pas d'obligation. On pourrait vérifier. Mais j'ai jamais vu marquer cette insuline est faite avec de la caillette de porc, de veau plutôt, je ne sais plus quel animal, ou elle est issue de bactéries transgéniques. Et le vaccin ARN contre la Covid, je ne sais pas trop, mais personne ne m'a montré des paquets avec marqué issus d'OGM. Voilà. Je crois que c'est vraiment la dernière partie, on va parler des dangers qui arrivent, le risque, exactement. etc. C'est clair, il faut laisser du temps. Peut-être une toute petite question avant. Vous avez signalé dans le message que vous m'avez envoyé que comment les consommateurs peuvent quand même être absolument sûrs qu'il n'y a pas d'OGM. Apparemment, il y a quand même les labels AB et puis ou label bio, quoi. En gros, l'agriculture biologique, en France, le label AB, ils ont interdiction d'utiliser des OGM volontairement. Et ils ont le droit à quelques traces d'OGM jusqu'à 0,9% par ingrédient. Mais donc en gros, manger bio, c'est éviter les ingrédients issus d'OGM, donc même dans l'alimentation du bétail, à tous les niveaux de la filière. Il y a des labels bio comme Nature et Progrès, Biocohérence et Déméter, qui eux, c'est 0,00, c'est pas un gramme d'OGM à aucun moment de la filière. Donc eux, c'est des labels privés qui sont au-dessus du cahier des charges de l'agriculture biologique européen. Après, il y a d'autres types de labels, mais c'est un peu plus compliqué parce que c'est au cas par cas. Donc il y a un certain nombre d'AOC et un certain nombre de labels rouges qui, dans leur cahier des charges, ont décidé collectivement d'exclure les OGM de leur filière. Mais il faut prendre chaque cahier des charges de chaque AOC, de chaque label rouge pour savoir si oui ou non les OGM sont autorisés ou pas. Donc
que là où c'est compté, par exemple, c'est sans OGM. Le label rouge, blason prestige pour la viande de vache limousine, c'est sans OGM. Mais voilà, c'est label par label. Il y en a comme ça qui font leur publicité sur cette absence d'OGM, mais pas tous. D'accord. Bon, petite pause et on revient sur le dernier chapitre. Et voilà, donc on va aborder un dernier chapitre dans cette émission étiquetage et traçabilité, donc sur les OGM, avec Christophe et Charlotte d'InfoGM. Alors, j'ai l'impression que des instances comme la Commission européenne semblent peut-être être moins sensibles au désir des consommateurs que vous avez évoqué avant, où tous les sondages montrent clairement qu'il y a une volonté, une demande de transparence et d'étiquetage, même pour ce qu'on appelle maintenant les nouvelles techniques de modification génétique. Alors peut-être d'abord il faudrait expliquer quand même. Il y a la transgénèse, je pense que c'est ce dont on a pas mal parlé jusqu'à présent. Enfin, il y a les différentes formes d'OGM. Et là, récemment, il y a pas mal de nouvelles techniques développées. Et il semble que la Commission européenne et peut-être d'autres instances cherchent à réduire l'obligation de traçabilité, de transparence en quelque sorte. Ouais, je vais laisser Charlotte expliquer la nouvelle réglementation. Elle va faire ça. Je vais juste introduire, vous montrer d'où ça vient. Il y a une histoire dans tout ça. C'est que la directive de l'Union européenne qui gère les OGM, elle a exclu des requis de l'étiquetage un mot qui s'appelle la mutagénèse. Historiquement, donc, la mutagénèse était une technique qui donnait des OGM, mais ces OGM-là n'étaient pas obligés d'être étiquetés. Donc ça, c'était en 2001. Et en 90 et en 2001. Tout vient de ça, de cette exemption de la mutagénèse, sauf que la mutagénèse qui était pratiquée avant 90 et avant 2001 n'a plus rien à voir avec la mutagénèse qu'on pratique actuellement. La mutagénèse qu'on pratique actuellement, elle est en tout point identique à la transgénèse, par les étapes en amont et par les étapes en aval, par ce qu'on appelle les étapes connexes. C'est là où il y a tous les problèmes qui se posent. Et cette mutagénèse ancienne, qu'on peut dire in vivo, pratiquée sur plante entière, était exemptée des requis de l'étiquetage parce que le législateur à l'époque a considéré qu'il y avait un historique d'utilisation sans risque. Et cet historique d'utilisation sans risque, on ne peut plus le mobiliser actuellement pour les nouveaux OGM, mais, Charlotte a nous raconté ça, il se sert de cette exemption de la mutagénèse écrite dans les textes pour exclure plein de choses. Voilà, ça c'est important de montrer cette évolution, cette historique. Oui, alors moi je vais peut-être pas trop entrer dans les détails des techniques, mais en effet c'est un historique qui est important. Il faut savoir qu'en fait la Commission européenne, elle s'active depuis des années déjà pour que de nombreux OGM soient exemptés des obligations d'évaluation des risques et d'étiquetage qui sont imposées par la réglementation OGM actuelle. Et l'un des arguments, c'est de dire en effet que cette réglementation, eh bien, elle serait devenue désuète au regard des nouvelles techniques de modification génétique qui sont plus appelées comme ça, on les appelle, on les rebaptise nouvelles techniques génomiques. Et en fait, ce qui est assez flagrant, c'est que la Commission européenne a à l'oreille des multinationales de l'industrie des biotechnologies, puisqu'elle reprend en grande partie leurs arguments en disant que ces techniques permettraient d'obtenir des plantes qui ne peuvent pas être distinguées des plantes qui apparaissent dans la nature ou qui pourraient être obtenues par des techniques de sélection conventionnelle. Et donc, elle serait fondamentalement différente des OGM transgéniques, plus précises, plus sûres. Et donc, toutes ces assertions, elles ne sont pas scientifiquement fondées. Et d'ailleurs, on a consacré plusieurs articles à ce sujet-là, donc vous pourrez les regarder sur le site internet si vous voulez aller plus loin. Il y a aussi l'argument de l'urgence qui est d'ailleurs souvent brandi pour
pour justifier des changements législatifs qui sont difficilement acceptables par les populations en temps normal. Donc c'est tout ce qui concerne le changement climatique, la sécheresse, les temps de chaleur, la faim dans l'eau. En fait, bref, tout un tas d'enjeux globaux qui sont certes réels, mais donc qui vont être mis en avant pour permettre de faire avancer une réglementation plus souple. Et là encore, ce sont des affirmations qui consistent à dire que ces plantes vont permettre de contribuer à la résolution de ces problèmes-là. Ce sont des affirmations qui ne sont pas étayées ni scientifiquement ni dans les faits. Mais elles infilent quand même l'idée qu'il n'y a pas d'alternative possible. D'ailleurs, on peut se rappeler que ce sont des promesses qui avaient été également faites dans les années 90 à propos des OGM transgéniques avec les résultats qu'on connaît. Et donc, effectivement, la Commission européenne, elle a adopté le 5 juillet dernier une proposition de règlement qui, en fait, si elle est adoptée, dispenserait la plupart des OGM des obligations d'évaluation des risques, de traçabilité, détection et d'étiquetage. Donc concrètement, sans entrer trop dans les détails, parce que la proposition est quand même assez complexe, mais pour la plupart des OGM qui relèveraient de cette proposition, il n'y aurait plus aucun étiquetage à destination des transformateurs, des distributeurs et des consommateurs. En fait, le seul étiquetage qui serait encore prévu, c'est celui des semences, donc à destination des agriculteurs. Mais ce qui est problématique, c'est qu'en fait, la Commission n'a pas prévu d'obligation de traçabilité et de méthode de détection. Donc concrètement, on peine à comprendre comment se fera le contrôle et donc comment les agriculteurs vont pouvoir éviter de cultiver des OGM s'ils ne savent pas le faire. Et au-delà de l'agriculture, ce sont aussi les transformateurs et les distributeurs qui pourront plus promettre à leurs clients qui travaillent sans OGM, puisque on l'a vu, il n'y aura plus d'obligation d'étiquetage des OGM à leur égard. Et il y a aussi une très grande incertitude qui va peser sur le secteur de l'agriculture biologique, parce que dans l'Union européenne, Christophe l'a rappelé, il y a une interdiction d'utiliser les OGM si on veut respecter le cahier des charges de l'agriculture biologique. Et la proposition de règlement de la Commission européenne, elle prévoit aussi que les OGM qui relèveront de cette réglementation sont interdits en bio. Sauf que la proposition de la Commission, elle ne permet pas de contrôler que cette interdiction soit respectée, puisqu'il n'y aura pas de moyens de contrôle, comme on l'a vu, puisqu'il n'y a pas d'obligation de traçabilité et de méthode de détection. Mais aussi parce que pour la grande partie des OGM qui sont concernés par cette réglementation, la proposition de la Commission européenne n'impose pas aux États membres d'adopter des mesures pour éviter des contaminations. Et en plus, leur ôte le droit de refuser la culture de ces OGM sur leur territoire. Ce qui est actuellement le cas. Dans la réglementation actuelle, les États membres peuvent décider de ne pas autoriser la culture d'un OGM sur leur territoire. Donc voilà, tout ça, ça fait qu'il y a une question qui se pose pour l'agriculture biologique, une question qui est aussi celle de l'articulation de texte que propose la Commission européenne et son plan d'action. Il vise à consacrer au moins 25% des terres agricoles à l'agriculture biologique d'ici à 2030. Il y a des questions en termes de responsabilité en cas de contamination, des pertes de certification du label bio, et aussi en termes de respect des engagements par l'Union européenne, de ses engagements internationaux. Donc, je suppose que ce sont des questions, j'espère, qui vont être discutées dans le cadre de la procédure législative, puisque maintenant, le texte que la Commission européenne a proposé, il va être discuté par le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen. Et l'industrie des biotechnologies souhaite évidemment une adoption rapide de ce texte. Et d'autant plus qu'en fait, l'année prochaine, il y a des élections européennes. Donc, potentiellement, il va y avoir un changement de législature. Et suivant la majorité qui va se dégager au Parlement européen, ça va ou non compromettre l'adoption du texte ou en retarder l'entrée en vigueur. Surtout aussi que, en fait, les mois avant les élections et même les mois après l'arrivée du nouveau Parlement, c'est vraiment pas les meilleurs mois pour devoir aborder ce genre de sujet au Parlement européen. Parce que les gens, ils pensent déjà aux élections.
Ils créent leur liste, etc. Et puis il faut remettre en place toutes les commissions, etc. C'est toujours compliqué. Donc c'est quand même un mauvais moment, en fait. Je pense pas avoir un vrai débat de fond au Parlement. Oui, c'est sûr que c'est pas un contexte apaisé et c'est pas un climat qui va être propice à des discussions quand même sur un texte très très lourd d'enjeux pour au-delà du secteur de l'agriculture biologique et qui pose vraiment des questions une question de société très très importante. Donc en effet, le calendrier est mal choisi. Ouais, j'ai encore une petite question, peut-être c'est juste un truc de compréhension, mais tu as parlé, voilà, ces nouvelles techniques de modification génétique, et ils profitent, enfin je sais pas, ils disent que voilà, vu tout ça, on peut réduire la nécessité de traçabilité et tout, et les transgenèses, ça va continuer dans pas mal de domaines. Je veux dire, ces nouvelles techniques ne remplacent pas entièrement la méthode de transgenèse. Est-ce que ça va continuer à être obligatoire pour l'étiquetage? Là, c'est les flous, du texte. Il faudrait développer, mais pour nous, on pense que du fait de certaines utilisations de certaines expressions dans la proposition de loi, il est probable que les entreprises puissent réussir à faire que les OGM transgéniques passent dans le camp des NGT, comme ils les appellent, les nouvelles techniques génomiques. Il y a toute une orchestration dans ce texte-là pour essayer de rendre le plus possible d'OGM non OGM. Vraiment une volonté claire d'abandonner l'étiquetage. Après, l'autre question qui se pose, c'est est-ce que la transgénèse va continuer à être intéressante ou est-ce que les CRISPR et TALEN, les méganucléases, vont faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire ou plus rapidement ou moins cher ou peut-être que la transgénèse va être abandonnée à cause de ça. Mais toujours est-il que vraiment cette proposition de loi, il faut la penser comme un détournement des mots, un détournement du sens des mots, un détournement des principes constitutifs de l'Union européenne. On est en train de changer tout un dispositif et toute une façon d'appeler les choses. Et pourquoi ils font ça? C'est parce qu'en fait, quand les OGM sont arrivés sur le territoire européen, les paysans, les consommateurs, les citoyens se sont opposés en Europe à ces produits-là. Et ces produits n'ont jamais vraiment décollé en Europe. Il y a très très peu de cultures OGM transgéniques dans l'Union européenne. Il y a encore une fois très peu de produits destinés à l'alimentation humaine qui sont composés d'OGM. Il y a beaucoup d'alimentation du bétail, ça c'est sûr. Donc cette partition des années 90, ils ont vraiment pas envie de la rejouer. Et donc ils ont développé des nouvelles techniques et ils jouent sur, encore une fois, le sens des mots pour dire que ces OGM ne sont pas des OGM. Voilà. Il y a un mensonge structurel qui est en train d'apparaître. Et c'est ça qu'il faut dénoncer, parce qu'en fait, ce sont des OGM, ils correspondent en tout point à la définition législative de l'Union européenne, et il faut donc changer, encore une fois, toute cette structuration. Et encore une fois, entre un CRISPR et une plante transgénique, il faut prendre des cellules, les isoler, les cultiver in vitro, et rien que cette première étape, avant la modification génétique, cette première étape produit des effets horribles, produit des effets non intentionnels et potentiellement nocifs pour la santé humaine et animale. Ce sont des plantes qui sont brevetées, donc il y a la même problématique socio-économique. Ce sont des techniques brevetées, qui donnent des produits brevetés, qui demandent une forte concentration des entreprises. Depuis l'arrivée des OGM, peu importe lesquels, on a vu se concentrer l'industrie semencière. Maintenant, il y a 4 multinationales qui vendent plus de 70% des semences certifiées. Hein, c'est Corteva, BASF, Bayer, Vilmorin, etc. Donc tous ces phénomènes sanitaires, environnementaux, socio-économiques sont les mêmes avec n'importe quelle technique de modification génétique. Voilà. Donc vraiment, ils ont peur de la réaction des consommateurs, des citoyens et des paysans. Et donc ils préfèrent masquer la réalité pour pouvoir continuer à faire leur bidouille brevetée. D'accord. C'est vraiment pour clarifier au plus simple la chose. Voilà. Et en fin d'émission, je pense qu'il faut finir sur cet esprit-là actuellement de la Commission européenne. Très bien. On arrive effectivement vraiment à la fin de cette émission. Hein. Je rappelle, c'est la 4e émission dans notre série. On est en juillet donc 2023. Et en fait, la prochaine émission, ça va être en septembre. Et on verra, hein, mais il me semble qu'il va falloir vraiment suivre ces nouvelles évolutions vraiment de près. Selon votre collègue Denis Machaka, qui a animé, enfin on a parlé avec lui dans la dernière émission, il indique aussi qu'il y a d'autres textes, d'autres directives qui sont pas directement sur les OGM mais qui sont quelque part très liés, donc c'est très très complexe à comprendre. Mais on verra avec vous comment continuer à vraiment alerter
le public français et j'espère européen, voilà sur les dangers les menaces qui pèsent là sur les quelques mois. Peut-être vous pensez que ça va être 1 an, 2 ans peut-être ce processus? En fait, tout va dépendre de l'issue des élections européennes, je pense. C'est un peu difficile de faire des plans sur la comète. Oui, d'accord. C'est dur, et puis on voit les partis politiques, des fois, ils changent d'opinion. Quand ils sont dans l'opposition, ils sont contre, puis quand ils sont dans la majorité, ils deviennent pour. Enfin, on est vraiment aussi sur... les OGM, c'est aussi une matière à négocier d'autres choses. C'est ça qui est horrible des fois, c'est-à-dire que tel parti dit bon ok je te soutiens sur ça, mais par contre tu me soutiens sur tel autre sujet. Enfin, il y a beaucoup de négociations qui vont se faire dans les couloirs, voilà. Oui, en tout cas on approche vraiment une période extrêmement décisive, on pourrait dire, pour l'avenir. Oui. Donc, mais je vous remercie tous les deux, Charlotte et Christophe. Merci. C'est complexe comme toujours, mais j'espère que nos auditrices et auditeurs ont bien pu suivre. Et cette émission se retrouvera sur le site de Radio Zinzine, mais également sur le site d'InfoGM, qui est tout simplement infogm.org, je crois. Tout à fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Est-ce que je peux terminer juste un appel aux auditeurs, comme Christophe l'a rappelé en début d'émission. Donc on est les seuls, le seul média en France à traiter ce sujet-là de façon critique, indépendante et vraiment on va suivre les enjeux pressants dans les mois à venir. Et actuellement, nous on est vraiment une association indépendante et actuellement on lance un appel à dons. Donc le soutien des auditeurs et du public de manière générale est vraiment précieux pour nous parce qu'il valide aussi notre travail et l'intérêt de ce qu'on fait face aux compresseurs médiatiques qui diffusent pas mal des informations sur le sujet des OGM et des nouveaux OGM particulièrement en ce moment. L'appel à dons est sur le site donc infogm.org et sur le site vous pourrez trouver aussi un petit mini-guide tout petit, tout simple, qui reprend toute la problématique de l'étiquetage en 12 pages à peine. Enfin, voilà, donc il y a ce petit document qui est très peu cher, mais ça permet d'avoir avec soi comme ça un résumé de ce qu'on vient de raconter. Mais très bien. Et merci beaucoup à vous deux. Merci à toi. Merci à vous. Et puis bonne journée à tout le monde. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. C'était Étiquetage et traçabilité, les limites de la réglementation française et européenne, la 4e émission dans la série Raconte-moi autrement les OGM, réalisée par Radio Zinzine en partenariat avec InfoGM.